Eh bien, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Presse Club à Issy-les-Moulineaux. Nous remercions d'ailleurs nos hôtes. Je crois que c'est une première, me semble-t-il. Donc, on espère vous porter chance et je suis sûr que la chance sera avec vous. Nous sommes au Presse Club pour accueillir une conférence de presse qui fait suite à une conférence qui a eu lieu en février-mars, je crois, autour des secrets bien gardés de l'œuvre du baiser de 1905 de Constantin Brancusi, en compagnie de Thierry Reyer, le chercheur historien en histoire de l'art notamment. Lors de cette conférence, nous allons également diffuser une vidéo qui va nous rappeler les moments forts de la conférence qui a eu lieu au mois de février. Cette conférence aujourd'hui est organisée par les Amitiés internationales André Malraux avec son président Pierre Coureux, que je vais demander de venir me rejoindre. Et nous aurons ici cette manifestation est sous le patronage d'Anne Malraux, la petite fille d'André Malraux, qui est aussi présidente d'honneur des Amitiés internationales André Malraux. On va essayer d'aller vite. Monsieur le Président, si vous voulez bien me rejoindre. Alors, Pierre Coureux est le président des AIAM. Brièvement, Pierre, les AIAM et pourquoi soutenir une telle conférence? Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bien sûr. Je viens bien sûr répondre immédiatement à notre secrétaire général, M. Alain Melka. Qui sont les AIAM? D'abord, c'est une association qui a été fondée à Montmartre, donc c'est un lieu symbolique, un haut lieu de l'art. C'est un lieu, bien sûr, qui a vu naître au pied de Montmartre André Malraux en 1901. Et c'est un lieu où je réside et où réside notre marraine, notre présidente d'honneur, Anne Malraux, qui nous fait l'honneur d'être ici ce matin. Je veux également remercier tout particulièrement le représentant du Secours populaire, bien sûr, le responsable de la maison Lonvin, Monsieur Nicolas Druz, et bien sûr toutes les autres personnalités ici présentes. Merci mesdames, messieurs. Je réponds à la question posée par M. Melka. Nous sommes présents, les AIAM, donc les Amitiés internationales, fondées il y a 21 ans. Nous sommes présents dans 80 pays, c'est-à-dire que nous avons des représentants, des correspondants. Ce sont des universitaires ou des membres de la société civile. Ça peut être des galeristes, des collectionneurs, des historiens de l'art. Donc nous sommes souvent très proches du monde de l'art. Et bien sûr, il ne vous a pas échappé que lorsque un beau projet se présente à nous, nous l'étudions et si nous jugeons qu'il est soutenable, si on peut apporter notre pierre, si on peut, disons, faire en sorte que ce projet soit connu du plus grand public et soutenu financièrement et moralement, nous venons bien sûr à la portée de la personne qui nous a proposé ce projet. Ici, en l'occurrence, M. Reyer, que nous connaissons puisque c'est un historien de l'art. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance des grands peintres de l'art moderne, hein, de Picasso, bien sûr, de Chagall, d'un certain nombre de Modigliani, bien sûr. Vous voyez, j'ose même pas citer ces grands noms, mais il faut savoir que André Malraux s'est aussi occupé, ou les a rencontrés, ou a été leur ami. Hein, quand je pense à Chagall, vous connaissez tous le plafond de l'opéra. Donc, vous voyez, ce qui nous guide, c'est à la fois les grands noms de l'art, pas que, hein, puisqu'il y a des universitaires, des grands spécialistes de littérature, mais également les gens qui s'intéressent à l'art et qui essaient de faire progresser les connaissances. Monsieur Reyer en fait partie. Et donc, quand nous avons eu connaissance de son projet, nous avons tout de suite trouvé un terrain commun et nous avons bien sûr fréquenté l'homme, Thierry Meyer, qui est d'une fréquentation très agréable, qui est, comme vous le savez, très passionné, mais il n'est pas que passionné, il va au fond des choses. Et son analyse de l'œuvre de Brancusi, et notamment celle du baiser,
de 1905 nous a à la fois surpris et bluffé au bon sens du terme, étant donné toutes ces connaissances, ces recherches, ces recoupements. Et donc, nous sommes bien sûr dans le projet à fond. Nous sommes bien sûr tout à fait à ses côtés pour cette grande aventure qui devrait déboucher dans quelques mois sur une grande présentation. Nous venons... Est-ce que je peux continuer ou c'est bon? Rapidement, monsieur. Voilà. Pourquoi Malraux également s'intéresse, pourquoi l'association Malraux s'intéresse à l'œuvre et à Brancusi en particulier, c'est qu'il faut savoir que l'atelier de Brancusi, qui était menacé, qui allait être dispersé, dont le contenu allait être dispersé, a été sauvé, si je puis dire. Oui, la sauvegarde en revient au cabinet Malraux. Et André Malraux, à l'époque, aux affaires. On est le 4 février 1960. Le docteur Pasco Athanasiou, l'exécuteur testamentaire, fait appel à Malraux pour trancher et pour surtout éviter la dilapidation, la dégradation du contenu de l'atelier de Brancusi. Impasse Ronsin. Donc nous devons bien sûr une reconnaissance immense à André Malraux, et donc c'est une deuxième raison que nous avons trouvée pour soutenir ce projet. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Explication qui me semblait tout à fait opportune. Monsieur Nicolas Druze, nous avons la prestigieuse maison Lanvin qui est à nos côtés aujourd'hui, en la personne de Monsieur Nicolas Druze. Je vous laisse la parole. Merci en tout cas infiniment d'être présent parmi nous ce matin. C'est moi qui suis honoré. Bonjour. Jeanne Lanvin a toujours soutenu les arts, les lettres. Elle a par exemple aidé les peintres Bonnard et Vuillard, lancé Man Ray, et sans doute elle est à l'origine de l'art déco. D'ailleurs chez Lanvin, il y a encore des décors qui sont faits par Rateau, il y a une table qui est faite par Ullmann. Mais les raisons pour lesquelles la maison Lanvin soutient ce magnifique projet sont peut-être encore beaucoup plus profondes. Avant Brancusi, un sculpteur s'inspire de la forme humaine ou de la nature. Alors bien sûr, messieurs, aucun d'entre nous n'a les pectoraux du David de Michel-Ange. Aucune femme n'a les stigmates de la douleur comme la Pietà. Néanmoins, on reconnaît bien quand même à la fois l'inspiration humaine et puis le talent, le génie de ces démiurges que sont les sculpteurs ou les peintres. Seulement, arrive un jour à l'atelier de Rodin, Brancusi, qui dit une chose extraordinaire. Moi, je me fiche de la beauté ou de tout ce que vous pouvez me montrer à partir de ce que vous allez chercher chez l'homme et la nature. Moi, dans la matière, dans la pierre, dans le bois, dans tout ce que je touche, je sens la forme. Et cette forme, je veux lui donner vie. Évidemment, bien qu'il ait une technique hors du commun, ça ne peut pas marcher avec Rodin, dont il est l'élève sans doute le plus brillant, parce que Rodin, lui, quand il fait le penseur, bien entendu, il s'occupe d'abord de voir comment un être humain peut penser, puis ensuite il le fait à sa manière. Aucun d'entre nous ne peut penser comme le penseur. Néanmoins, dès qu'on voit la statue, on comprend que cet homme est en train de passer. Alors, cet homme Brancusi découvre un dialogue mystérieux avec la matière. Prenez un morceau de tissu. C'est quelque chose d'inerte, ça ne vit pas. Et puis, par le talent d'un styliste, par le travail formidable des petites mains, par la coupe, par beaucoup de choses, on en fait un produit qui provoque de l'émotion. Qui provoque de l'émotion chez celle ou celui qui le porte, et qui provoque de l'émotion chez ceux qui regardent. C'est une œuvre d'art, ça ne se discute même pas. Et c'est une œuvre d'art qui part de la matière. Quand Brancusi fait sa première œuvre, Le baiser, qu'est-ce qu'il montre? Il montre deux amants qui s'aiment tellement qu'ils fusionnent dans la pierre et qui font une seule œuvre. Quand Madame Lanvin crée sa société, quel est son emblème?
sa fille et elle, qui tendent les bras l'un vers l'autre et qui vont, on s'en doute bien, se donner un baiser et fusionner. Je vais vous montrer le logo. C'est l'esprit de Brancusi de Madame Lanvin. Hop. Regardez. Et regardez le baiser. Qu'est-ce qu'on voit dans ces deux œuvres? Un, l'amour de deux amants, et deux, l'amour maternel et filial porté à son paroxysme. C'est-à-dire que nous sommes tous conscients de la dureté de la vie, des drames qui nous frappent tous les jours. Mais la réponse de Brancusi et de Madame Lanvin, c'est une réponse qui est donnée depuis des millénaires. C'est celle d'Antigone, devant les murs de Thèbes, qui dit « Je ne suis pas né pour haïr, mais pour aimer ». Moi, je pense que l'amour, c'est le vrai souffle des dieux. Et en passant la parole à Thierry Reyer, je pense que vous allez voir à quel point ce souffle divin parcourt puissamment l'œuvre de Brancusi. Oui, je crois qu'on va lancer une vidéo, hein, c'est ça, voilà, qui est un condensé de la conférence qui s'est tenue, voilà. Et ensuite, voilà, c'est la conférence qui s'est tenue en février, je crois, ou mars. Le secret bien gardé de l'œuvre de Brancusi depuis 111 ans a été dévoilé au cours d'un colloque historique qui s'est tenu à Paris. Les études du chercheur en art et en histoire Thierry Reyer, à l'origine de la découverte, avaient pour élément central le baiser de 1905, reconnu comme pierre angulaire de toute l'œuvre de Brancusi et la matrice de l'art moderne. La découverte de Thierry Reyer relève des similitudes entre le baiser de 1905 et une sculpture Moshika d'Amérique du Sud. Cette dernière s'étant elle-même inspirée de la culture égyptienne, le chercheur en déduit l'initiation de Brancusi à l'égyptologie et à la franc-maçonnerie. Il le prouve avec une grande rigueur scientifique et le talent de chercheur de Thierry Reyer est salué par des experts près des tribunaux et laboratoires scientifiques spécialisés dans l'art. Organisé par les Amitiés internationales André Malraux et placé sous le haut patronage de François Hollande, président de la République, le colloque s'est tenu en présence de personnalités politiques françaises et africaines, de nombreux scientifiques, des historiens, des spécialistes de l'art et d'illustres physiciens, notamment William Rosten, directeur de classe exceptionnelle à l'INSERM, dont il a reçu les remerciements de la Société de biologie. Pour les passionnés d'art, un livre coécrit par Thierry Reyer et Jean-Michel Bourgeois, relatant l'intégralité des découvertes et en cours de finalisation. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Infomission. Voilà. J'allais juste dire, Thierry Reyer, j'ai oublié, juste avant de vous laisser la parole, après je vous promets, je vous laisse la parole. Thierry Reyer est membre de la Société de biologie, il est membre du conseil scientifique du musée Claude Bernard, membre de la Société française d'histoire de la médecine, membre du conseil scientifique de la Société française d'égyptologie, membre de l'association de l'école du Louvre et il est membre aussi des AIM, comité scientifique, donc vous voyez, c'est du, en termes de chercheurs et de découvreurs, c'est du lourd. Thierry, je vous en prie, allez-y. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je vais faire simple, hein. En fait, on va essayer d'expliquer le plus simplement possible la découverte et d'être le plus concis possible. Alors je vous présente à l'écran donc le baiser de 1905, hein, qui est l'œuvre initiatique de Brancusi, qui est à la base de l'art moderne et qui est à la base de l'œuvre entière de Brancusi. C'est-à-dire que c'est l'œuvre qui permet de construire toutes les autres œuvres qui vont être créées par Brancusi à partir de 1905. Donc vous la voyez
à l'écran. Donc vous la voyez sur toutes ses facettes avec une signature très, très sympathique qui date de 1905. Je vais vous rappeler rapidement l'historique. En fait, quand cette sculpture m'a été présentée il y a une dizaine d'années, j'étais un peu stupéfait par la taille de la sculpture. J'étais un peu surpris parce que elle représentait l'œuvre de Brancusi, mais sur 20-25 ans. Donc je trouvais ça assez surprenant qu'en 1905 il puisse être aussi avancé dans son œuvre. J'ai fini par me rendre compte que la signature qui était opposée au pied de la sculpture était très spécifique à Brancusi sur la période de 1898 à 1905, et donc nous avons fait expertiser par plusieurs experts près des tribunaux, 5 pour être précis, pour savoir si la signature était oui ou non de Brancusi. Bon, ça a été sans appel par les 5 experts. À la suite de ça, donc, il m'a fallu un peu de chance. La chance, je l'ai eue très rapidement, puisque ma famille disposait d'une sculpture Mochica. Mochica, c'est à peu près, on va situer ça entre 100 et 700 après Jésus-Christ. C'est d'Amérique du Sud. Il s'avère que bon, je suis un des spécialistes de la culture Mochica, et donc je me suis rendu compte que cette sculpture avait énormément de ressemblances avec le baiser de 1905, et donc nous avons examiné, comme vous le voyez, le moindre détail de la sculpture pour pouvoir les comparer et nous permettre de confirmer que Brancusi a été en contact avec cette sculpture. Donc bon, j'ai eu confirmation par ma famille que effectivement Brancusi avait eu accès à cette sculpture, et donc bon, nous avons continué à faire tout en détail, donc les yeux, les cheveux, tout est identique, quoi. C'est une confirmation, quoi, qu'il s'est inspiré déjà de l'art antique pour faire cette sculpture. Vous voyez ici, les mains sont striées de la même manière, les creux des reins sont identiques, voilà. Donc en fait, à partir de là, je me suis attelé à comparer un peu les différentes cultures, l'Égypte antique, la culture Mochica, mais également la franc-maçonnerie, pour voir quels étaient les points communs de ces différents courants de pensée. Et donc j'ai fait un petit tableau pour montrer les similitudes de chacune. Il s'est avéré que les similitudes étaient fortement nombreuses, et que je me suis rendu compte que Brancusi s'était inspiré de ces 3 cultures. À la suite de ça, j'ai commencé à étudier les œuvres de Brancusi, celles qui étaient les plus connues de tous. Alors là, vous voyez, vous avez le coq, par exemple. Alors, sur la majorité des livres que j'ai achetés, j'en ai acheté plus de 100 sur Brancusi, donc je peux dire que je les ai quasiment tous lus. Les experts, on va dire les experts, ont tous vu le bec en haut, là, vous voyez, c'était le bec, et en fait, la partie horizontale dentelée, c'était pour eux la crête du coq. En réalité, pas du tout. Il s'agit du baiser cloacal, c'est-à-dire l'accouplement de la poule et du coq. Bien évidemment, bon, je suis né dans les livres de biologie de mon ancêtre, Pierre Reyer, qui est le fondateur de la Société de biologie, qui est le fondateur de la médecine moderne et de tout ce qui est actuellement en place aujourd'hui pour la médecine. Et en fait, vous voyez là sur l'écran que c'est bien, bon, la tige du coq représente en fait le sexe de la poule vu de l'intérieur, et le coq qui est posé dessus en train de copuler, quoi. Voilà la représentation réelle du coq et de la poule et de l'œuvre de Brancusi. Alors pourquoi a-t-il fait ça? En fait, il veut symboliser, comme les cultures que je vous ai énoncées tout à l'heure, c'est-à-dire la base de ces cultures, c'est de mettre en avant la création. Donc ça représente
représente la création pour se rapprocher de Dieu. Voilà. Alors, une fois que j'ai étudié ce coq, j'ai trouvé un carnet de croquis, et ce carnet de croquis représentait ce coq qui était doublé. Alors, je me suis rendu compte que si on rapprochait les deux coqs l'un en face de l'autre, bon, ça crée la colonne sans fin de Brancusi, que vous voyez juste à côté à droite. Et au centre, il y avait un œuf, l'œuf symbolisant la création également, et aussi la résurrection. Donc, tous ces mots-là, bon, ben, je les ai notés pour les étudier et étudier ce qu'il en découlait dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la science, etc. Donc, à la suite de ça, j'ai récupéré aussi un croquis de Brancusi, signé, avec une jolie signature, qui présentait un œuf avec un visage à l'intérieur de l'œuf, qui symbolisait la création. J'ai trouvé également l'œuf, c'était facile, il était sur mon bureau, mais je ne savais pas qu'il était de Brancusi. C'était un objet familial, et je me suis rendu compte que mon œuf correspondait au dessin de Brancusi. Donc vous voyez l'œuf avec le portrait qui est un peu abîmé puisque ça date de 1900. Donc, mais c'est le portrait de Brancusi. Nous allons passer à la diapo suivante, et là nous voyons une autre œuvre de Brancusi qui s'appelle La Tortue. Alors pareil, pour les experts Brancusi, pour tout le monde, il s'agissait des pattes avant de la tortue et du visage de la tortue. Or, pas du tout, puisque les pattes de la tortue, si vous avez déjà vu une tortue, elles sont complètement inclinées, donc elles ne sont pas droites comme ça. Et donc, il s'agit des pattes arrière et du sexe de la tortue. Vous avez les photos qui prouvent que biologiquement, c'est bien le sexe de la tortue. Alors, j'ai fait ce test un peu sur d'autres sculptures de Brancusi parce que bon, c'est quand même la preuve scientifique qui compte dans les recherches. Et donc j'ai pris le phoque de Brancusi, et ce phoque de Brancusi, bah, c'est, vous le voyez sur la diapo, c'est le sexe en érection de l'homme. Bon, bah, toujours on est dans l'esprit de la création pour se rapprocher de Dieu, ce que souhaitait Brancusi. J'ai retrouvé une œuvre également qui s'appelle Le Crocodile de Brancusi. Alors officiellement la sculpture a disparu, je l'ai retrouvée moi à l'atelier Brancusi. Il est rangé, il est accroché en haut, mais personne ne s'est aperçu qu'il s'agissait du crocodile. Et en fait, vous voyez le sexe d'un crocodile qui correspond totalement à la sculpture, donc ce qui prouve vraiment que c'est une représentation du sexe. Alors le crocodile représentant aussi ce qu'il représente en égyptologie, donc tous les symboles de l'égyptologie sont présents. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie biologie. Donc comme on se rapproche de Dieu par la création, bah, j'ai pensé que il allait utiliser la Trinité. Alors j'ai fait le test, donc j'ai pris la sculpture du baiser de 1905, alors je me suis rendu compte que cette sculpture, bon, avait une forme phallique. Donc comme je suis parti sur l'idée que Brancusi allait nous raconter des histoires sur l'Égypte antique. Donc je me suis convaincu que ça pouvait être le sexe d'Osiris. Alors vous connaissez peut-être le mythe d'Isis et d'Osiris, je vais vous le faire en quelques phrases. Isis et Osiris étaient frères et sœurs, ils étaient époux également, autre temps, autre mœurs, et leur frère commun Seth, par jalousie, a tué Osiris et l'a découpé en 14 morceaux et a éparpillé les morceaux dans le Nil. Isis, avec une barque magique et un miroir magique, est allée reconstituer les morceaux. Et en fait, seule une partie du corps, elle ne trouvera pas une partie du corps, c'est justement la sculpture qui a été volontairement cachée par Brancusi, qui est le baiser de 1905. Alors, je reviens sur la trilogie, la Trinité, pardon. En fait, si vous couchez la sculpture, il apparaît l'œil d'Horus que vous pouvez voir, donc Osiris, Horus, et là si vous la retournez à 180 degrés, ben, vous obtenez Isis. Alors
Isis, je vais me déplacer un petit peu. Vous avez son visage qui est ici. Là, vous avez ses mains qui sont jointes en train de prier. Ici, vous avez son ventre arrondi car elle est enceinte. Vous voyez le creux de ses reins, ses fesses, ses cuisses. Et en fait, elle est en train de donner naissance à l'humanité. Elle donne naissance à l'humanité qui en fait va naître avec une religion commune, avec l'amour, la paix. En fait, c'est la vision qu'en avaient les philosophes des Lumières et les révolutionnaires. Donc voilà, c'est pour regrouper toute l'humanité à l'intérieur de cette magnifique culture qui est antique, si on la retourne. J'ai retrouvé aussi dans ma collection d'objets d'art cette sculpture qui montre une sculpture d'Isis à droite qui est en train de prier également, et bon, vous regardez que les formes sont exactement identiques à celles du baiser de 1905. Voilà, pareil, comme c'est une découverte scientifique, bien évidemment, la preuve est importante. En fait, Brancusi a utilisé le coq, pareil pour la Trinité. Alors si la version droite, c'est effectivement le coq. Si vous la couchez, vous pouvez voir les trois pyramides de Khéops qui sont visibles. Et la dernière Trinité montre en fait, vous voyez le pharaon avec sa barbe cérémonielle. Vous voyez la bouche un peu en haut, le nez juste au-dessus, les yeux. Vous avez la couronne et vous avez le symbole de protection du serpent qui est au-dessus. Alors j'ai repris une autre sculpture qui est en fait la sculpture de la fille de Zeus et de la Léda. Et en fait, donc si vous l'inclinez, en fait vous avez Zeus qui s'était, pour la petite histoire, qui s'était déguisé en cygne pour approcher la Léda et pouvoir s'accoupler avec. Et si vous retournez la sculpture à l'envers, vous regardez, c'est un bassin de femme, celui de la Léda, qui donne naissance à l'œuf qui va donner naissance à la muse. Voilà. Donc il est quand même assez surprenant quand même que pendant 111 ans, il suffit de retourner une sculpture quand même, hein, on va être basique, qu'aucun des experts, aucune des personnes qui a écrit un livre sur Brancusi, aucune personne qui raconte l'histoire de l'art de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, parce que Brancusi va dans son œuvre et dans cette œuvre, mais dans toute son œuvre, raconter l'histoire de l'art et des sciences de l'Antiquité à la Renaissance. Et en fait, si vous allez faire des cours au Louvre, si vous allez faire des cours au musée d'Orsay, si vous allez à Sciences Po pour les cours d'histoire de l'art, si vous allez n'importe où, même à l'Académie des sciences, on va vous donner des cours sur l'histoire de la science de l'Antiquité à la Renaissance, et en fait c'est exactement le travail qui a été fait, c'est juste une lecture qui est simple. Donc comme tous ceux qui écrivent des bouquins d'art ont eu cette formation, tout le monde était capable de découvrir ce secret. Voilà. Alors, ce qui m'a rapproché après, parce que j'ai fait une étude globale de l'œuvre de Brancusi, je le répète, je n'ai pas fait une étude pour découvrir le baiser de 1905 à l'origine, j'ai voulu comprendre l'œuvre de Brancusi. Et donc j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mythe d'Isis et d'Osiris, avec son fameux miroir magique. Alors son miroir magique, elle trouvait un bras, elle dupliquait avec le miroir et elle obtenait le deuxième. Alors là j'ai fait la même chose, j'ai pris le coq, je l'ai dupliqué, je l'ai mis en face. Alors je l'ai retourné après, je l'ai retourné pour une raison simple, c'est que la religion égyptienne est une religion matriarcale, celle de Brancusi est patriarcale, donc nous avons inversé, et je me suis rendu compte que l'espace vide entre les deux sculptures représentait l'œuvre du baiser de 1905 du côté féminin, donc du côté d'Isis. Je l'ai assemblé et, surprise, en fait, le dieu Apis est apparu, comme vous pouviez le voir, avec le disque solaire. Donc le dieu Apis, c'est quand même le symbole de la création, de la sexualité, de l'accouplement, enfin de la virilité, tout ce qui permet de se rapprocher de la création divine.
Donc j'ai repris ce coq, je l'ai coupé à la base, j'ai fait pareil, le miroir magique, je les ai assemblés, je me suis rendu compte que ça représentait une face de la pyramide de Khéops, et j'ai découvert aussi ce dessin de Brancusi qui montrait justement ce fameux sphinx gardien du temple devant la pyramide de Khéops. Alors vous voyez, j'ai pris donc le torse, je l'ai doublé avec le miroir magique, je l'ai inversé pour la religion patriarcale et je l'ai assemblé. Le sphinx se forme. J'ai fait la même chose avec l'oiseau de Brancusi et vous voyez apparaître Isis. Je l'ai fait également avec le phoque et là nous avons Amon-Rê qui s'affiche. Et bon, je l'ai fait depuis avec différentes autres sculptures et en fait il y a en fait une dizaine de divinités égyptiennes qui apparaissent avec les œuvres de Brancusi sous ce même principe. Alors, mes recherches ne se sont pas arrêtées là. Comme je me suis aperçu que Brancusi voulait montrer, présenter l'histoire de l'art, l'histoire de la science, de l'Antiquité à la Renaissance, ben forcément, j'ai pensé à Aristote, à Thalès, Pythagore, etc. Donc, j'ai essayé de trouver un centre à tout un tas de choses. Alors là, vous voyez le pharaon, vous voyez la cléanque, vous voyez différents symboles de la franc-maçonnerie, le blason rosicrucien, le blason de la loge Merkel-Winning. Et en fait, ces blasons ont tous un point commun, c'est qu'en trouvant le centre et en traçant le cercle, nous allons pouvoir tracer un pentagone régulier et qui représente l'homme profane et le pentagone régulier étoilé qui représente les initiés. Donc comprendront les francs-maçons, comprendront les rosicruciens, comprendront ceux qui sont initiés à l'égyptologie. Voilà, donc on arrive à trouver un point commun exact. Et quand j'ai repris le baiser de 1905 représentant Apis avec le coq, ben, j'ai obtenu exactement la même chose, c'est-à-dire l'étoile des initiés et voilà, donc preuve certaine que chaque sculpture de Brancusi est vraiment faite avec une précision extrême, puisque comme vous voyez, c'est fait sur du papier millimétré, donc il n'y a aucune place à l'erreur, c'est purement scientifique, donc c'est complètement imparable. Et puis bon, à moins de remettre en question Pythagore, Thalès et toute l'histoire de la science de l'humanité, puisque c'est ce que représente toute l'œuvre de Brancusi, bah c'est quand même inattaquable, quoi. Mais c'est quand même, je me répète, c'est quand même assez surprenant qu'aucune des personnes qui a écrit des livres depuis une centaine d'années n'ait pu se rendre compte à quel point ça collait à l'histoire de l'art. Alors bon, je vous ai parlé de la Leda puisqu'il y a une œuvre de Brancusi qui s'appelle la Leda. Alors j'ai cherché, la Leda c'est un tableau de Léonard de Vinci et donc j'ai bien évidemment, tout le monde connaît Léonard de Vinci et les secrets de Léonard de Vinci. Donc je me suis dit que Brancusi, vu qu'il s'était aussi laissé pousser la barbe et qu'il mettait un bonnet comme Léonard de Vinci, bah, il s'était un peu pris pour Léonard de Vinci et donc qu'il allait quand même s'inspirer de Léonard de Vinci. Alors j'ai pris ce tableau de la Leda et du cygne, Zeus, et donc vous avez au milieu le schéma utilisé par Léonard de Vinci pour construire son tableau avec le nombre d'or, etc. Et je me suis aperçu que dans les croquis de Brancusi, il y avait un dessin qui était similaire, avec la croix, le losange central qui représente le sexe de la Leda, et vous avez deux œufs qui sont à côté qui représentent en fait les deux œufs qui vont faire naître les quatre enfants, deux enfants dans chaque œuf de la Leda et de Brancusi. Alors il a fait très fort. Là, il a en fait, sur le baiser de 1905, je m'étais aperçu que le visage n'était pas d'une rondeur parfaite et était très courbé. Je me suis demandé pourquoi il y a quelques années et quand j'ai comparé la Leda
à la sculpture, je me suis aperçu qu'en divisant un certain nombre de fois la sculpture par 1,618, le nombre d'or, le visage du baiser s'adapte parfaitement à la peinture de Léonard de Vinci, la Leda. Les yeux deviennent le sexe de la Leda, la bouche devient le nombril, et en fait le bassin est dessiné sous les cheveux du baiser de 1905. Donc les courbes s'adaptent parfaitement. Donc pareil, c'est complètement incroyable d'avoir pu faire autant de choses dans une seule sculpture. Alors j'ai été un petit peu plus loin aussi, donc là vous avez la suite de Fibonacci, je vais vous passer les détails. Grosso modo, la suite de Fibonacci, on trace un certain nombre de points, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, etc. Et après on arrive à former cette spirale de Fibonacci, comme vous le voyez à l'écran. Et donc je me suis rendu compte que Brancusi allait utiliser donc sur les portes du baiser, sur les tables du silence, sur différentes œuvres que vous pouvez voir à l'écran, Mademoiselle Pogani, L'Oiseau, Prince Asix, et j'en passe. Hein. Il y en a, j'aurais pu faire peut-être au moins 50 œuvres de Brancusi, mais je vous ai mis les principales œuvres. Et en fait, comme vous pouvez le voir, toutes vont utiliser la suite de Fibonacci, et donc vous avez cette spirale qui est dessinée un peu partout sur toutes les œuvres de Brancusi. Donc c'est le nombre d'or, c'est la création divine, c'est le modèle de création divin. Voilà. Sur les portes du baiser par exemple, certains ont pris ce symbole qui est en fait le symbole phi. Certains l'ont pris pour un baiser qui aurait été extrêmement simplifié par Brancusi, mais c'est en fait tout simplement le symbole phi qui est sur beaucoup d'œuvres de Brancusi. Alors vous voyez, j'ai fait un schéma des portes du baiser. En fait, ce n'est même pas moi qui l'ai fait, mais voilà, il y a ce schéma. Et vous voyez, vous avez 16 symboles phi en haut et 2 gros symboles phi sur les piliers. Et en fait, 16 et 18 font 1,618. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc il va utiliser le chiffre, le nombre d'or qui est 1,618, et à chaque fois il va les symboliser par le chiffre 16 et le chiffre 18. Alors là par exemple vous avez la colonne sans fin qui est en Roumanie à Targugiu. Cette colonne sans fin a 15 modules plus de demi qui font 16, et chaque module va faire 1,80 m, donc pareil 1,618. Donc ces chiffres on va les récupérer sur beaucoup d'œuvres de Brancusi qui ont été créées après 1905. Là, vous avez donc, puisqu'on parlait de la colonne sans fin, vous avez cette étoile, l'étoile de David. Si on enlève les pyramides, vous voyez, c'est ni plus ni moins qu'un module des colonnes sans fin. Vous avez ce dessin qui montre, alors j'ai trouvé ce dessin qui confirmait mes premières spéculations et ma découverte, puisque ce dessin montre... vous avez Isis, qui est le portrait d'Isis qui est dessus, ainsi que les 2 croissants voilà, qui représentent Isis. Alors, pour revenir à ce nombre d'or, ce fameux nombre d'or de 1,618, vous avez Mademoiselle Pogani qui va faire 16 lettres, par exemple. Donc, il va donner des noms de 16 lettres. Et si vous traduisez le nom par la version roumaine, le nom qu'il a donné à la version roumaine, vous avez 18 lettres. Donc, ça fait 1,618. Alors, la colonne sans fin en roumain fait 18 lettres aussi. Mademoiselle Pogani fait 18 lettres, la borne de frontière fait 16 lettres, la colonne sans fin, la colonne du baiser, pardon, fait 16 lettres, donc toujours 16, 18, 1,618. Donc ça va être constant dans toute la création de ces œuvres. Alors j'ai retrouvé ces 2 dessins avec des idéogrammes que vous pouvez voir à côté. Donc j'ai fait simple, j'ai pris l'alphabet français, A j'ai donné pour valeur 1, B j'ai donné pour valeur 2, C 3, etc. etc. J'ai additionné, j'ai simplifié tout simplement, et on arrive en finalité au chiffre 7 continuellement. Donc vous avez 7, le symbole de la création divine,
7 c'est phi, 1,618. Donc pareil pour le deuxième idéogramme, sauf que là ça ne marchait pas avec l'alphabet français, donc j'ai testé avec l'alphabet roumain. Et avec l'alphabet roumain, nous arrivons exactement à au même résultat, la même formule est utilisée, donc nous arrivons toujours au chiffre 7. À noter que 1,618, le nombre d'or, c'est 1 plus 6 plus 1 plus 8 qui font 16. Si on décompose le 16, c'est 1 plus 6 égale 7. Vous pouvez le faire dans tous les sens et c'est toujours le même résultat. Vous prenez n'importe quelle lettre utilisée par Brancusi, vous obtiendrez toujours 1,618 puis le nombre 7. Là, un autre dessin de Brancusi, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'œil est le symbole phi. Donc sur ce dessin, vous avez 7 symboles phi, donc le chiffre 7 encore. Phi représentant 1,618, ce que je viens de vous expliquer. Nous arrivons toujours avec le chiffre 7, le symbole de la création. J'ai retrouvé ce dessin à l'atelier Brancusi, qui a été exposé très brièvement d'ailleurs. Il a tout de suite été retiré au bout de 3 semaines. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que mes vidéos sont passées à ce moment-là, je ne sais pas. Je suis peut-être parano. Mais vous avez un point central, vous avez 6 cercles, donc 1,6, et après vous avez 18 segments que vous pouvez voir qui passent par rapport au triangle, et donc c'est toujours 1,618. J'ai trouvé cette fleur, 5 fleurs qu'il a appelé ça, une tige, 6 branches, 18 pétales, 1,618. Voilà. Je vais conclure, voilà, vraisemblablement conclure par le fait que Brancusi est vraiment le plus grand sculpteur que la Terre ait porté. Il a inspiré l'intégralité des artistes modernes. Voilà, si vous avez des questions. Voilà, oui, s'il y a quelques questions avant de conclure avec notre marraine Anne Malraux. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Madame. De Paris. Je voulais savoir en fait si vous avez déjà rencontré des opposants, enfin en tout cas des critiques, des remises en cause, des doutes d'autres chercheurs par exemple, soit sur la méthode, soit sur l'apport de preuves, la démarche. Pas du tout, ça. Non, je n'ai rencontré absolument personne, mais pour s'opposer à ma découverte, faudrait être dans l'obscurantisme, faudrait s'opposer à la science, à l'histoire de l'humanité, puisque c'est l'histoire de l'humanité, et chaque personne qui est normalement expert, les personnes de l'histoire de l'art et du marché de l'art, normalement ont une formation de l'histoire de l'art, et tout ce que j'ai présenté, ils l'ont appris. Sauf qu'ils ne l'ont pas vu sur l'œuvre de Brancusi, mais ils l'ont tous appris. Donc remettre en question, je ne vois pas ce qu'ils pourraient remettre en question. Tout est dans l'histoire de l'art. Ces personnes-là donnent même des cours eux-mêmes, donc ils racontent ce que je raconte, mais sur diverses œuvres d'art, sur diverses sculptures. Là, ça a été l'objet de Brancusi sur plus de 30 ans, 30 années à rester sur le même objectif quand même, ce qui est extraordinaire. D'autres questions? Moi j'en ai une tirée hier. La signature. Je ne suis pas un expert comme vous de Brancusi, mais me semble-t-il que sur certaines œuvres à partir de 1909, la signature n'est pas la même. Est-ce que vous pourriez me donner une explication? Alors je vais donner tout de suite une explication simple. La plupart des œuvres de Brancusi n'ont pas été vendues. Brancusi a voulu construire son temple, a voulu construire une œuvre unique. En assemblant les pièces, ça forme une œuvre. Vous pouvez assembler chacune des pièces les unes avec les autres. Elles forment une œuvre complète. Donc son objectif n'était pas de vendre ses œuvres. J'ai une anecdote à ce propos. Il avait un ami qui était journaliste, spécialiste de l'histoire de l'art, Pierre-Henri Rocher, qui était un excellent ami et qui a voulu vendre des œuvres de Brancusi pour que Brancusi puisse vivre un peu plus décemment, puisqu'il vivait à l'intérieur de son atelier. Et en fait, il lui a vendu 3 oiseaux. Et Brancusi lui en a voulu jusqu'à la fin de sa vie, puisque les 3 oiseaux
manquait à son histoire, à ce qu'il voulait raconter. Donc il a fini par en refaire en plâtre pour combler, mais il en a voulu à son ami toute sa vie d'avoir vendu ses œuvres. Une autre anecdote, un jour, David de Rothschild est décédé il y a peu de temps. C'était une relation, ça a été un ami à une époque. David de Rothschild a rencontré Brancusi, lui a été présenté par Pierre-Henri Rocher. Et David de Rothschild voulait vraiment acheter des œuvres de Brancusi, et il était tout jeune à cette époque-là, il avait une vingtaine d'années, et il désirait acheter plusieurs œuvres de Brancusi. Et Pierre-Henri Rocher lui avait expliqué le comportement du personnage, le côté un petit peu bougon, et il lui a dit surtout de lui parler très calmement et ne pas lui parler d'achat directement. Et David lui a dit, cher maître, que puis-je faire pour vous aider? Et Brancusi lui a tendu un balai et lui a dit, balayez donc mon atelier. Voilà. Il a fini par acheter des œuvres de Brancusi, mais après la mort de Brancusi. Question? Oui. Pour la signature, c'est parce qu'elle est courte, parce que Brancusi signe généralement de manière beaucoup plus large, et il a été obligé de suivre Mais bon, il faut savoir que toutes les œuvres de l'atelier de Brancusi, la plupart des œuvres sont quand même à l'atelier Brancusi, devant le musée Pompidou. Aucune sculpture n'est signée. Il y a très peu de sculptures qui sont signées. Je les ai répertoriées pour pouvoir travailler dessus et les donner aux différents experts en écriture. Et je crois, nous avons un expert en écriture qui est invité, qui est là dans cette salle, mais je crois qu'on en avait une vingtaine, c'est ça ? Oui, il me confirme. Donc il y en avait une vingtaine, on en a trouvé une vingtaine, et donc on avait du mal à en trouver certaines de cette époque-là, quoi. Donc il a signé les œuvres à partir du moment où elles étaient offertes ou données. Voilà. Alors la spécificité de l'œuvre du baiser de 1905, vous allez me dire pourquoi elle n'est pas connue, pourquoi les dessins non plus ne sont pas connus, ceux que j'ai trouvés, c'est qu'en fait Brancusi, quand il est arrivé en France, il a été hébergé par Théodore Palladi, qui est un peintre roumain qui est relativement très méconnu en France, mais qui l'est beaucoup plus en Roumanie. Et cette personne-là, quand il est retourné en Roumanie, Brancusi lui a donné cette sculpture avec ses dessins pour éviter qu'on l'on comprenne son œuvre, parce que c'est évident que l'œuvre de Brancusi, si vous connaissez au départ sa signification, c'est-à-dire le sexe du coq, le sexe ça enlève un peu du mystère, et donc ça permettait de donner un mystère plus grand à son œuvre. Voilà. Une question encore, je crois, ou une précision peut-être. La signature, pour l'authentifier, c'est important parce qu'elle est sculptée dans la masse. On pourrait tricher, par exemple, de plus en plus difficilement maintenant avec les techniques modernes, quand on signe sur une peinture, mais là, elle est gravée. Donc, les experts, comme par exemple Jean-Michel, et beaucoup d'autres, les 5 qu'on a contesté, aboutissent à la conclusion que c'est une signature véritable. Encore 2-3 choses. Donc, Thierry, pardon, je vais raconter comment ça fait très longtemps des choses très importantes. Nicolas, vous pourriez venir? Voilà, ce sera plus facile, avec le micro, ce sera mieux. La raison pour laquelle Thierry est capable de montrer tout cela, ce sont les raisons familiales. Il le cache très bien, mais c'est le descendant de l'un des personnages les plus illustres de l'histoire de France. Et donc, tous ces documents sont chez lui. La sculpture Mochica dont on parlait, son grand-père l'avait à son cou, et lui il la porte, il ne l'a pas portée aujourd'hui. Mais ce sont des choses tout à fait authentiques. Et la troisième chose qu'il faut bien garder à l'esprit, comme vous le savez, Thierry est membre de la société, du comité scientifique de la Société française d'égyptologie. Brancusi n'est pas un égyptologue. Ce qu'il met dans ses œuvres, c'est ce qu'il a compris de l'égyptologie. Donc il ne faut pas appliquer les méthodes les plus importantes de la science maintenant pour dire que la pyramide de Khéops, ceci, c'est cela. C'est pas le but, c'est un artiste. Il a compris l'égyptologie comme ça, pour lui c'était important, le mythe d'Isis, d'Osiris, tout ça, et ce qu'il a compris, il l'a mis dans son œuvre. Oui, c'est comme tout artiste, hein. C'est l'interprétation, c'est ce qu'il va ressentir de la science, de l'art, de l'égyptologie, de toutes ces choses-là. Ce n'est pas parfait. Si en tant qu'égyptologue, forcément, il y a des erreurs dans l'interprétation
l'interprétation de Brancusi, c'est son interprétation à lui. Donc alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il est arrivé en 1905 à Paris, et Paris était la capitale mondiale du culte d'Isis et d'Osiris. Il y avait des temples partout dans Paris. J'ai retrouvé les articles de journaux en allemand, en anglais, qui venaient de Londres, où tous les artistes, tous les intellectuels, tous les philosophes venaient à Paris pour vouer un culte à Isis. Alors vous verrez dans le livre, ça va très loin, parce que les gens se déguisent dans les rues en Isis, Osiris, en Horus, et font de véritables cultes d'Isis dans Paris. Alors vous avez noté, ici, nous sommes à Issy-les-Moulineaux. Ici, c'est en fait Isis. Si vous avez Paris, c'est Bar Isis. Et tout vient de Isis. Le culte de Isis était partout en France. Et donc, à chaque fois que vous avez Isis quelque part, c'est en mémoire de la mère Isis. Voilà. Donc, c'est un Roumain qui est fasciné par Paris, il va venir à pied. Il y a un film qui va sortir, qui monte pendant 2 ans, il va marcher à pied, il tombe sur Isis, il l'interprète à sa manière. S'il vous plaît, ne confondez pas, si je puis dire, la vérité historique telle qu'elle est, et puis celle que lui, il prend. Je termine encore sur un point très intime sur Thierry. Tu me pardonnes, hein? Je ne sais pas ce que tu vas dire. Donc. Je te dis après. Nous savons que, d'une certaine façon, Brancusi a été initié à certains mystères et donc à la maçonnerie. Mais encore une fois, c'est à la façon dont il le comprend lui. Or, il va cacher son œuvre. Il ne veut pas que le vulgaire, entre guillemets, le sache. Et il dit d'ailleurs que personne n'y comprendra jamais rien, jusqu'à ce que ça se passe. Simplement, je voudrais que vous vous rendiez compte d'une chose. La loge mère de toutes les loges franc-maçonnes, c'est la loge de Kilwinning. D'ailleurs, elle porte le numéro 01. 001 après. C'est la loge d'Angleterre qui porte le numéro, je suppose. Qui est le Lord of Kilwinning? Le voilà. Alors vous en tirez la conclusion que vous voulez. Je ne sais pas s'il est franc-maçon, je m'en fiche, mais enfin c'est quand même assez intéressant. Et quand on fait la découverte, quand à côté de mon bureau il y a Thierry qui pousse à hurlement, c'est 111 ans, 3 fois 1, après la création du baiser de 1905. Qui précède le fameux baiser soi-disant officiel qui est de 1907. Hein, c'est important. On dit, nous, enfin Thierry dit, que cette œuvre-là est l'œuvre créatrice de toute la sculpture moderne. 2 ans avant le fameux baiser. Donc, vous voyez comme, d'une certaine façon, les symboles, enfin c'est un peu comme le poème de Baudelaire, les couleurs, les parfums et les sons se répondent. Donc il y a quelque chose d'assez unique. Je vous en prie, madame. Après, je me tais parce que c'est lui quand même le... Non mais, merci Nicolas pour ces... précision. Encore une question, après nous allons conclure. Une ou 2 questions. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Vous parliez du fait qu'en 100 ans, il n'y avait pas eu d'approche de demande d'écrivains, par exemple, ce genre de choses. Et ça me fait penser, par exemple, à Da Vinci Code, qui fait parallèle avec le Vinci. Et comment vous... Enfin, en fait, j'ai fait le parallèle tout simplement parce que je pense que Brancusi, bon, déjà il a fait un séjour en Italie, il a fait plusieurs séjours en Italie, et je pense qu'il était passionné par Léonard de Vinci, ça se voit dans son œuvre, et je pense qu'il a percé le mystère et de la Leda et de la Joconde. Parce que, bon, on met, quand la Joconde est actuellement mise sous scellé, sous cloche, tout ce que vous voulez, il est interdit de parler de la Joconde, mais si on interprète la Joconde, si on retourne le tableau, si on met le tableau et qu'on le double avec le miroir magique et qu'on les juxtapose en inversé, apparaissent toutes les scènes aussi d'Isis. Donc la Joconde est aussi Isis, et c'est une interprétation qui est aussi géniale, parce que on revoit sur le côté droit de la Joconde, au niveau de son épaule, vous avez le sexe d'Osiris. Sur le côté droit, vous avez la barque d'Isis qui est posée dessus. Et je vous dis, en juxtaposant les 2 tableaux, ça raconte exactement ce que raconte Brancusi dans son œuvre. Mais c'est la raison pour laquelle il a caché le secret de son œuvre. Il n'a pas voulu qu'on sache, mais il l'a compliqué aussi, parce que vous avez quand même de la biologie, vous avez des mathématiques, vous avez l'histoire de la science, vous avez quand même pas mal de choses. Il ne s'est pas contenté de copier quelque part Léonard de Vinci. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a cette phrase de Picasso qui dit que les bons artistes copient, les grands artistes
l'artiste vole. Donc forcément, on vole à quelqu'un. Et là, il a volé carrément au plus grand des artistes, le créateur universel, puisqu'il symbolise la création. On a une autre question, Thierry. Oui, bonjour, Philippe de Boucault, curateur Fondation Joseph Beuys et en même temps Art Live TV. Deux questions, Thierry, assez candides. D'abord, derrière cette candeur apparente, le phoque, la tortue, y a-t-il une portée politique dans l'œuvre de Brancusi? Et ensuite, deuxième question, en quoi cette date 1905 est un renversement pour l'histoire de l'art? Alors, une portée politique, non, je ne vois pas, moins que vous puissiez préciser, non. Non, je ne pense pas. Bon, Brancusi était quelqu'un de très renfermé, hein, qui vivait sur lui-même. Il ne quittait pas son atelier juste pour aller jouer au golf avec ses amis. Donc, il était en cercle restreint, mais toujours des intellectuels, des gens qui ont pu l'abreuver de connaissances et de leur savoir. Donc, malgré ses aspects bourrus d'homme des montagnes et des bois, c'était quelqu'un de très fin. On en veut pour preuve le nombre de fleurs qu'il pouvait y avoir dans son atelier chaque jour, qui étaient changées chaque jour. Voilà, c'était quelqu'un de très fin, de très simple, d'assez féminin et dans son comportement. Là, j'ai rencontré dans les années fin des années 80, début des années 90, plusieurs personnes qui ont habité avec lui et qui l'ont connu, ce qui m'a permis à l'époque d'avoir vraiment le portrait précis psychologique de Brancusi, quoi. Ce qui est très important pour découvrir le secret d'une personne, c'est au moins de le connaître. Et donc c'est ce que j'ai pu faire. La deuxième question, c'était la date de 1905. Ben, en fait, l'histoire de l'art moderne commence avec les Demoiselles d'Avignon de Picasso, commence avec tout ça. Là, nous avons une œuvre qui remet tout le monde d'accord, quoi. Voilà pourquoi c'est important, parce que bien entendu, c'est la première sculpture d'art moderne, ce qui en fait l'œuvre la plus importante au monde de l'histoire de l'art moderne. Mais il faut penser aussi qu'elle raconte l'histoire de l'art de l'Antiquité jusqu'à l'art moderne. Donc c'est vraiment une synthèse de l'art. Donc elle représente l'art dans sa généralité. Donc c'est certainement l'œuvre la plus importante au monde si on se fie à cette découverte. Encore faudrait-il que cette découverte soit connue de tous. J'ai été un peu déçu, mais ce n'est pas si grave. Mais il y a beaucoup de revues, alors je fais un appel à eux, toutes les revues d'art qui ne sont pas venues aujourd'hui, qui ne s'intéressent pas à la découverte, tout simplement parce que, comme chacun sait, la plupart des revues d'art vivent d'articles qui se font payer, quoi. Donc voilà, il faut payer 120 000 €, 15 000 € si vous voulez un petit article, un peu plus, et vous payez pour pouvoir être dans ces livres d'art. J'aurais aimé que ces gens-là soient à la hauteur de l'œuvre de Brancusi, soient à la hauteur de l'histoire de l'humanité, puisque c'est ce qui nous rassemble tous, hein, peu importe la religion, peu importe les courants d'idées. Aujourd'hui, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, toutes les tueries, si l'œuvre de Brancusi était connue de plus de monde, peut-être que les choses changeraient. Parce que Brancusi, ce qu'il a voulu montrer, c'est que peu importe la religion, les points communs sont là. Les religions se superposent les unes des autres, elles racontent la même histoire. Il y a la Trinité dans chaque religion, qu'elle soit des monothéistes ou polythéistes, la Trinité est toujours là, tout y est. Et en fait, bon, j'ai été très court, mais Brancusi a pensé à toute l'humanité. Et donc, quand vous retournez la sculpture et que Isis donne naissance à l'humanité, c'est quand même un symbole très fort pour la planète. Et j'aimerais, là je sors un peu du cadre, mais j'aimerais bien que ça puisse apporter un peu de raison à tous ces gens qui se font la guerre pour rien. Alors, je vais demander à Anne Malraux, notre marraine, de nous rejoindre. Et une question pendant qu'Anne nous rejoint. Thierry, quand et où cette œuvre sera-t-elle visible? Alors, j'ai eu la chance, l'immense chance de la tenir dans mes mains. Mais là, peut-être Anne aussi et d'autres personnes présentes
Nicolas aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour que cette œuvre soit visible du grand public en tout cas ? Non, pas du grand public dans un premier temps. L'œuvre sera visible chez Lanvin. Donc pour ceux qui sont présents, qui ont le désir de voir l'œuvre, il faut se renseigner auprès de Monsieur Druse qui dispose des clés du temple. De toute façon, le site des Amitiés internationales André Malraux l'annoncera certainement très bientôt, je l'espère. Nous allons. Alors, je voulais juste montrer une chose qui était visible. J'ai oublié une petite chose. Ce sont les 5 points parfaits de la maîtrise des francs-maçons. Alors je ne sais pas si certains ont une culture de la franc-maçonnerie, mais les 5 points parfaits sont dans la sculpture qui est ici. Donc chaque franc-maçon aurait dû se rendre compte de ça. Mais pareil, c'est le problème de notre siècle en fait. Plus personne se pose réellement de questions. On attrape le savoir et on se dit bon c'est la réalité, on fait plus de recherche et c'est un peu dommage parce qu'il y a encore plein de choses à trouver qui sont formidables et qui racontent notre histoire, l'histoire de l'humanité. La marraine de cette matinée, présidente d'honneur des Amitiés internationales André Malraux, Anne Malraux, pour quelques mots de conclusion avant la photo finale. Ah bon, il y a une photo, je ne savais pas. D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus. Je remercie les Amitiés internationales André Malraux, Alain Melka et bien évidemment Thierry Reyer et Nicolas Druse. Voilà pour cette présentation tout à fait passionnante. Moi je tiens à saluer absolument un travail remarquable de Thierry Reyer autour de cette sculpture extraordinaire que j'ai tenue entre mes mains. J'ai eu la chance de regarder un autre baiser, celui de 1909, lors de l'exposition qui saluait le centenaire de Rodin. Et j'ai revu cette sculpture dans un contexte où j'avais déjà eu entre les mains le baiser de 1905 et je dois dire que les similitudes étaient tellement incroyables et tellement fortes que je suis restée avec une émotion incroyable devant la sculpture de 1909. Donc je tiens absolument à saluer le travail de Thierry, qui est un travail remarquable, je le redis, passionnant. Je pense également que Brancusi et Malraux, c'est pas seulement parce que Malraux, grâce à son intervention, a permis que les œuvres de Brancusi ne soient pas dilapidées ou dispersées aux 4 coins de la planète et peut-être soumises aux appétits et aux spéculations telles qu'on peut les constater malheureusement dans le monde de l'art aujourd'hui. Donc je pense que c'est très important de voir à quel point Brancusi peut représenter l'incarnation de l'idée que Malraux se faisait de la culture, c'est-à-dire que la culture c'est le dialogue des cultures. Et je pense vraiment que Brancusi aurait toute sa place dans un projet qui me tient tout à fait à cœur. Mais juste avant de vous parler de ce projet qui me tient à cœur et pour lequel aujourd'hui, ça pourrait être une occasion d'en faire l'annonce officielle, je voulais simplement dire une autre chose, c'est que effectivement c'est assez unique parce que à partir de 1920, dans les années 20 à peu près, l'atelier de Brancusi devient son œuvre et tout le reste de sa vie, ça sera consacré à la mise en relation dans l'espace de ses œuvres. Il va les modifier, il va bouger, il va ceci. Il était effectivement quelqu'un de très renfermé, mais je trouve que cette position était incroyablement avant-gardiste par rapport à des propos, à des discours qui sont tenus aujourd'hui par certains artistes qui sont proéminents et puis d'autres peut-être moins. Et je pense que c'était incroyablement moderne que d'une certaine manière de cesser de sculpter, non pas parce qu'il n'en avait plus envie, etc., mais surtout de faire en sorte que son atelier devienne le lieu d'expression de sa
sa pensée artistique, qui est comme toujours une pensée qui n'est pas rationnelle ou pas entièrement rationnelle, qui comporte une part de magique, qui comporte une part d'irrationnel. Je vais certainement oublier des choses parce que j'ai pas vraiment écrit. Moi, je voulais juste ajouter que bon, l'œuvre, ce dont parle Anne, c'est surtout que l'œuvre de Brancusi est intemporelle. Elle raconte l'histoire de l'humanité, elle est totalement intemporelle. C'est pour ça que contrairement à beaucoup d'autres grands artistes, il a toujours ce côté actuel, quoi. Il est totalement intemporel. Ah oui. À toute époque, on pourrait se retrouver. Dès l'Antiquité, on peut se retrouver dans ses œuvres, quoi. Voilà. Oui, et puis c'est le dialogue des œuvres entre elles, avec les sculptures et leur socle, et puis leur mise en relation avec l'espace et la modification, non pas constante, mais j'entends constante dans le temps, la modification constante de leur articulation avec l'espace et avec ce que ressentait profondément Brancusi. Effectivement, je suis presque certaine que Brancusi a voulu, que c'était une volonté de sa part de conserver une forme de mystère, parce que je pense qu'on est dans une société parfois de l'hyper-transparence, de l'hyper-révélation, du scoop, et je pense que cette société lui aurait fait horreur, par ce côté-là en tout cas. Et que je pense aussi que les artistes et que le monde, la société et un certain nombre de choses doivent demeurer, non pas éloignés des profanes ou vulgarisés, mais ne doivent pas non plus, tout ne doit pas être dévoilé et tout n'a pas à être dévoilé. Et en ce sens-là, je crois que Brancusi, c'est vraiment un artiste qui nous rappelle que quelque chose qu'on ne sait pas, c'est quelque chose qu'on aborde tout à fait autrement, avec les tripes, avec le cœur, et tout n'a pas à être abordé sous l'angle du dévoilement, de vous saurez tout sur, etc. Voilà. Voilà, je profite donc de ce moment et puis je vais conclure. Donc, pour vous annoncer le fait qu'il y a quelque temps, je me suis choquée moi-même du fait qu'il existait, par exemple, à Paris, une fondation Louis Vuitton. Alors j'aime beaucoup Louis Vuitton qui a fait de très beaux sacs, etc. Et puis encore aujourd'hui, il y a certains couturiers de talent, etc. qui ont développé des lignes de vêtements, etc. Mais je me suis dit quand même, quel est le rapport entre Louis Vuitton et l'art? Ça ne m'est pas apparu de manière tout à fait évidente. Donc le but ici, c'est pas de polémiquer, c'est pas du tout d'amener ce type de polémique dans mon discours à moi. Mais c'est de dire, en fait, en réalité, ce qu'on regarde, ce sont les collections de Bernard Arnault qu'il a accumulées au fil des années, effectivement, qu'il a mises ensemble et qui ont constitué cette fondation Louis Vuitton. Et je pense que, voilà, peut-être, est-ce que c'est une façon de se cacher sans se cacher, puisque tout le monde sait qu'est-ce qu'on regarde, enfin, voilà. Mais je me suis dit, quand même, c'est très étonnant, parce qu'on a une fondation Louis Vuitton, on a une fondation Cartier, et j'entends bien que ces personnes-là jouent un rôle aujourd'hui dans le monde tel qu'il est. On pourrait vouloir le changer, ce monde, on peut vouloir le critiquer, et je pourrais être de ces personnes-là. Mais quoi qu'il arrive, donc ces personnes ont joué un rôle important et continuent de jouer un rôle important dans le mécénat, dans un certain nombre de choses. Donc il ne s'agit pas non plus de tout balayer d'un revers de main et de dire tout ça, c'est vraiment pas possible, etc. Et de faire des polémiques inutiles. Mais je me suis choquée moi-même, je vous dis, de me dire, mais s'il y a une fondation Louis Vuitton, une fondation Cartier, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas une fondation André Malraux en France ? Et alors, quand j'en ai parlé autour de moi à certaines personnes, dont Thierry et dont Alain Melka, et j'en ai parlé un petit peu autour des amitiés internationales André Malraux, eh bien les gens étaient... c'était très drôle parce que les gens se disaient comme si... Mais ah bon, elle n'existe pas déjà? C'est-à-dire que c'était une telle évidence que tout le monde croit qu'elle existe déjà? Eh bien non. Donc mon désir aujourd'hui, c'est de poser les bases et de déclarer officiellement que nous travaillons à l'établissement, à la création d'une fondation André Malraux qui comportera 3 espaces différents et qui a vocation également à soutenir des projets
actuelle, pas seulement à être un musée et un endroit où on va se souvenir d'André Malraux, ce qui sera une partie importante évidemment de cette fondation, mais surtout ce qui me tient à cœur, c'est la constitution du musée, ou la reconstitution du musée imaginaire. Et j'imagine, là aussi, moi, j'imagine que cette sculpture extraordinaire pourrait constituer le point de départ de la constitution d'une première présentation dans un espace muséal de ce musée imaginaire, et que ça serait très intéressant de le, encore une fois, parce que c'était la pensée de Malraux, c'était pas du tout une pensée figée, passéiste, conservée dans le formol, loin de là. Ça serait aussi l'occasion peut-être d'utiliser à bon escient les technologies modernes afin de projeter également des œuvres et les mettre en relation et retrouver ce qui était cher à André Malraux, qui était ce musée imaginaire, cette capacité des œuvres à dialoguer entre elles, tout comme les œuvres de Brancusi dialoguaient entre elles dans l'atelier et dialoguaient avec l'artiste lui-même. Et donc voilà, je vous annonce officiellement que nous travaillons à la création de cette fondation André Malraux, et je souhaite qu'elle voit le jour très bientôt. Et je suis très heureuse de vous annoncer ça aujourd'hui, et c'est par ça que je voudrais terminer. Merci à tous. Merci Anne. Alors, juste quelques remerciements parce que j'ai oublié tout à l'heure, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. D'abord, bien sûr, il y a le Secours populaire. Merci infiniment pour votre soutien, votre amitié aussi. Il y a UBiz News, je ne sais pas s'ils sont là, la chaîne de télé, oui, ils sont là, merci à vous. Il y a Art Partage et le travail considérable qu'a fait Christelle Vidamant pour que cette manifestation se passe du mieux possible. Merci Christelle. Et puis bon, merci à vous tous et à vous toutes. Si vous avez d'autres questions, il est là, prêt à répondre. Merci. Merci à vous. Merci.